Après plusieurs semaines de temps clément où on a bien profité et où on s'est pas privé pour aller rouler, revoilà la pluie. Qu'à cela ne tienne, cette semaine, on reste à l'atelier. Et on va parler simplement. Dans un premier temps, on va un peu faire le bilan de ce début d'année. Puis je répondrai tout tranquillement aux questions des abonnés. Et en fin de vidéo, je partagerai avec toi les résultats du sondage que j'avais lancé et auquel je t'avais proposé de participer à propos de la roue parfaite qu'on attendait. Allez, aujourd'hui le programme est chargé, alors reste avec moi et c'est parti. Et salut à toi! Alors, avant de parler de roues électriques, souviens-toi que cette période, là, la période de laquelle je vais te parler depuis le début de l'année, elle a commencé avec beaucoup de doutes et un état mental très moyen, je dirais. Puis, comme pour essayer de jauger la valeur de mon travail aux yeux des abonnés, je me suis lancé sur les plateformes de financement participatif. Et même si, pour le moment, financièrement, le compte y est toujours pas, je dois dire que pour les membres, eux, ils sont là, oui, sur Tipeee, Patreon et YouTube, vous êtes tous les jours un peu plus nombreux à m'encourager dans la création, et ça, vraiment, ça me touche beaucoup. Je suis tellement d'ailleurs encouragé que maintenant, en plus des vidéos publiques, eh ben j'en suis déjà à 9 vidéos postées dans un format que j'appelle EUCI Café. Oui, un format plus intimiste, où je retrouve la fraîcheur et la liberté grâce à cette forme de simplicité, juste toi, moi, et un sujet à traiter. Et d'ailleurs, c'est le moment de remercier tous ceux qui participent et t'inviter toi à les rejoindre si ce que je fais te plaît et que tu veux m'aider à continuer. À côté de ça, il y a eu la création du groupe Discord où là, c'est plus simplement moi qui parle, non, mais on est tous ensemble au quotidien et on a des conversations sur un tas de sujets. Et là, je dois dire que je suis très heureux d'avoir cette plateforme où on peut être tous regroupés et où les échanges sont grandement simplifiés. En plus, c'est un endroit vers lequel je peux orienter les nouveaux wheelers qui ont plein de questions à poser et où ils trouveront, en plus des réponses que moi je pourrais leur donner en privé, la participation de toute cette jolie communauté qui est en train de se créer petit à petit et que je t'invite à rejoindre si c'est pas déjà fait. Enfin, je tiens à partager une grande victoire, oui, toujours sur le Discord, quand grâce au salon des régions, deux wheelers qui se connaissaient pas se rencontrent pour aller rouler, ou alors quand un wheeler qui se croyait esseulé se rend compte qu'un groupe existe déjà, juste à côté. Voilà, alors tu vois, c'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais ces deux choses-là dont on vient de parler, voir que ça fonctionne vraiment, ça me remplit de joie. Et maintenant, on passe aux questions-réponses. Et je vais essayer de faire comme la dernière fois, pas plus qu'une minute par réponse. Le premier, on va rester dans le sujet, c'est Bernard qui, sûrement avec humour, me demande si j'ai prévu d'écrire bientôt un livre. Alors, je sais que c'était de l'humour, mais quand même, ça me permet de saisir la balle au bon. Au chapitre des choses que j'essaye de faire pour accueillir les nouveaux wheelers, d'abord, il y a le site internet. Avec Xavier et Fabien, on travaille d'arrache-pied, quotidiennement presque, à créer ce site-là pour qu'il soit le plus clair et le plus complet possible. Et pourquoi je parle du site internet? Parce qu'on pourra trouver tout un tas d'informations à partir desquelles j'aimerais, oui, que j'aimerais en tout cas compiler pour pouvoir en faire quelque chose que j'ai dans la tête depuis longtemps, c'est le petit livre blanc des wheelers débutants. Voilà, donc pas de livre pour le moment, mais un site internet que je t'invite à visiter parce que là, pour le coup, il est fait que pour toi. Voilà, et merci encore Fabien et Xavier. Ensuite, il y a Micheline, salut Micheline, oui, qui me demande pourquoi je ne parle jamais de Vmax. Alors pour moi, la Vmax, c'est comme l'autonomie, mais en pire, parce qu'en plus, il y a une question de sécurité à la clé. Oui, c'est une donnée très compliquée à évaluer, elle va varier en fonction de plein de paramètres. Et comme c'est une question, comme je te disais, de grande sécurité, je préfère franchement ne pas en parler. Alors, comme référence, comme base, je prends la Vmax à vide. Et en fonction de ça, chacun, selon sa façon de conduire, selon son gabarit, il peut voir midi à sa porte et il sait comment se comporter. Il y a aussi, quand même, il faut bien le dire, puisqu'on parle de vitesse, que notre activité, elle est très encadrée et que la vitesse maximum par construction de nos objets ne doit jamais dépasser 25 km/h. Donc, en tant que personne un petit peu publique, parce que juste je fais des vidéos, je me vois pas communiquer sur des vitesses qui iraient bien au-delà de ces 25 km/h là, même sous couvert de terrain privé. Voilà, moi j'en fais une question de responsabilité, et c'est pour ça qu'en effet, c'est très rare quand j'en parle. Ça peut arriver, mais franchement, en plus, pardon, j'ai dit pas plus d'une minute, ça fait déjà 1 minute 33, waouh. En plus, franchement, pour moi la vitesse, c'est pas ça qui me passionne dans la roue électrique, donc il y a d'autres chaînes qui font ça très bien,
Moi, c'est pas pour ça que je suis là. Mister Froggy29, salut la Bretagne, me dit « Mais c'est pas une route 10 pouces, c'est une route 16 pouces ». Bon, ça me fait réaliser que même si j'essaye de le dire et de le répéter, il y a encore un flou à cet endroit-là. Je vais essayer de simplifier. Les roues électriques, au départ, elles étaient chaussées. Quand je dis chaussées, je parle du pneu. Elles étaient chaussées avec des pneus de vélo. Donc on a pris l'habitude, dans les premières années, de parler du diamètre de la roue en prenant l'extérieur de la roue en entier comme référence. Mais ça a donné lieu à tout un tas de dimensions, au point que tout le monde est complètement paumé. Oui, quand les roues de 16 pouces sont devenues des roues de 17 pouces quand on leur mettait des pneus de 3 pouces de large, par exemple. Puis est venue la mode des pneus cross qui pouvaient encore élargir la taille. On se retrouvait avec des roues dites de 16 pouces, mais on les appelait des roues de 17 pouces. Et elles finissaient par avoir un comportement routier d'une roue de 18 pouces, qui serait chaussée avec un pneu ville, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, il y a eu le même effet avec justement les roues de 18 pouces, qu'on a chaussées avec des pneus cross qui sont devenus des roues de 20 pouces, et donc de plus en plus on se retrouve à parler avec des appellations moto-scooter qui ne prend en compte que la taille de la jante, c'est-à-dire l'intérieur du pneu. Et chacun, après, fait ce qu'il veut à l'extérieur. Donc aujourd'hui, une jante de 10 pouces de diamètre, dans le monde du deux roues, ça correspond à une roue qu'on appelait une roue de 14 pouces, qui sont devenues des roues de 15 pouces parce qu'on leur a mis des pneus plus larges, tu comprends? Le 12 pouces de jante, c'est l'ex 16 pouces, et le 14 pouces de jante, c'est l'ex 18 pouces. Des petits pouces, des petits pouces, des petits pouces, ça fait beaucoup de pouces tout ça, oui. C'est le moment de te dire que c'est le moment de liker et de partager cette vidéo, de mettre des pouces et tout. Voilà. Mais attention, parce que là je te parle de la jante à l'intérieur, je te parle du pneu à l'extérieur, mais en effet, on peut rajouter la largeur de la jante. Et alors là, on n'a pas fini d'en parler. Et en fait, tout ça, c'est pas si compliqué en soi. Ça se complique parce que maintenant, on est un peu à cheval sur les deux appellations. Et alors, oui, parfois je dis 15 par 3 et parfois je dis les roues de 10 pouces. Voilà. Une roue de 10 pouces, c'était la M10 4, et tu vois, j'ai vérifié tout à l'heure, le pneu de la M10 4 qu'il y a derrière, c'est, en langage moto, 90-90, 6,5. Tu comprends? Maintenant, V.D 2090 me demande de comparer la Aero qui est là à la V9. Bon, alors, quand la V9 sera de retour dans l'atelier, parce que là, je l'ai plus, je l'ai renvoyé à son destinataire, je ferai une vidéo sur le sujet. Oui, j'ai déjà fait un comparatif entre l'Aero et la S18 qui est là, en mode justement EUC Café dont je te parlais. Mais en deux mots, quand même, pour moi, la V9 est très bonne pour un budget serré et pour la fluidité d'usage au quotidien, pour la micromobilité. Là où l'Aero sera pour moi plus polyvalente, plus complète et plus performante. Mais je trouve que l'Aero est plus chère quand même, sur le papier, elle est quand même plus chère de quelques centaines d'euros. Donc elles ont le mérite d'exister. Et puis tu vas voir après, quand il y aura la roue King Song dont on va parler dans quelques instants, alors là, peut-être qu'on sera comblé. On reste sur l'Aero, parce qu'en effet, ça a été un sujet très important ces derniers mois, parce que dans une des premières vidéos, je te disais qu'il y avait un PWM maximum à 20%. Et puis, bon, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'informations, et j'avais jeté ça comme ça, et il y a beaucoup de gens qui se sont posés plusieurs questions. Donc, laisse-moi essayer de répondre. Je vais pas refaire l'histoire du PWM, mais quand même. Quand on est à 100% de PWM, la roue, elle coupe, ok? Et du coup, c'est un jeu dangereux de s'approcher, c'est un peu comme s'approcher du soleil pour Icare, à un moment, on finit par se brûler les ailes. Donc, pour éviter de se brûler les ailes, il y a des garde-fous, ok? Le tilt-back et les alarmes qu'il faut toujours respecter. La Nosfet, la Aero, quand elle est arrivée, une des très grandes frayeurs de leurs fabricants, c'était que les gens la voient comme une roue performante, comme une aînée, et qui commence à rouler sur l'Aero comme sur la Lynx qui est là derrière moi. Ils étaient vraiment flippés de ça, donc ils se sont dit, on va mettre un garde-fou assez bas, à 80%. Et donc qu'est-ce qui se passait? Quand on arrivait à 80% de PWM, il y avait une alarme, d'accord? Pas un tilt-balk, une alarme qu'on ne peut pas supprimer. Voilà, et c'est pour ça qu'on a vu certains youtubeurs dire « Bon, bah, elle est relou cette roue-là, elle bip tout le temps. » C'est parce qu'à partir d'un certain PWM, tu ne peux pas y couper. Et c'est une question de sécurité. Donc, il y a plusieurs réglages. Ok? Tu peux
gérer le tiltback. Mais tu peux aussi enlever le tiltback sur l'aéro. Pourquoi? Parce que quand tu roules à une certaine allure, que d'un coup tu as un tiltback qui arrive, certains wheelers sont désemparés et ça devient dangereux alors que c'est censé t'aider. Donc ils ont pris le parti de dire « Ok, le tiltback, t'en veux pas, tu l'enlèves ». Ensuite, l'alarme de vitesse. Ils ont dit l'alarme de vitesse, tu la mets où tu veux, ou tu peux l'enlever. Si tu veux pas avoir de problème d'alarme de vitesse, tu l'enlèves. Et ensuite, il y a l'alarme de PWM que tu peux gérer comme tu veux, jusqu'à 86%. Les 80% dont je te parlais il y a un mois, ils ont refait leurs calculs, comme ils ont vu qu'il y a des gens qui se plaignaient, ils se sont dit on peut le faire passer à 86%. Voilà. Ensuite, c'est pas une question, c'est une remarque qui m'a été faite. Dans la review de l'aéro, je te disais que le trolley était difficile à désenclencher. Oui, qu'il fallait passer le doigt ici. Et alors, certaines personnes qui se renseignent bien ont dit oui, et ils ont vu dans d'autres vidéos, mais c'est en fait, on peut passer la main par en dessous. Alors moi, je suis prêt à faire des erreurs, je suis même très heureux quand on me le signale et que on me corrige. Mais l'histoire de attraper le trolley par en dessous, non, pardon, mais j'y crois pas. On va se mettre en situation. Je suis en train de rouler, tout va bien, et j'arrive à destination. Comment je fais pour aller attraper là, la poignée en dessous? Non, c'est pas possible. Autant, oui, quand elle est sur la béquille, et encore, même là, quand elle est sur la béquille, c'est à peu près attrapable. Mais quand on a fini de rouler, non, j'y crois pas. Voilà, désolé. Cyber Unboxing officiel a remarqué que dans la vidéo, la review de la Rocket, j'avais des powerpads un peu particuliers, dont je t'ai jamais parlé. Eh ben oui, c'est les powerpads qui m'ont été envoyés par Ruditech, tu vois, c'est marqué dessus, je te mens pas. Tu sais, Ruditech, c'est celui qui a fait le phare qui se règle automatiquement, enfin qui suit la route, que j'avais adoré. Et c'est un monsieur très ingénieux qui m'avait envoyé ces powerpads-là qui sont lumineux. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, mais il a mis un détecteur de luminosité. Ça veut dire que quand le soir on rentre, ils vont se lancer. Mais non, en fait, c'est un capteur de proximité. Ça veut dire que quand tu descends de la roue, alors là, je sais pas si on aura le temps de faire l'essai, mais quand tu descends de la roue, hop, ils vont s'éteindre. Quand tu remonteras sur la roue après, eh ben, ils vont automatiquement, tu vois là, il s'éteint. Quand je bloque, on va avoir d'abord la batterie, tu vois, ils sont bien déchargés. Et après, pouf, ça s'allume. Et ça, je trouve ça génial. Enfin, dernière question que beaucoup de gens m'ont posée, c'est à propos des lunettes que je t'ai présentées. Tu sais, les lunettes avec un écran intégré. Tout le monde m'a demandé, et c'est vrai que moi qui porte pas de lunettes au quotidien, mais des lunettes dans l'atelier, eh ben, j'y avais pas pensé, mais en effet, c'est pas possible de cumuler. Voilà, donc pour ceux qui portent des lunettes au quotidien, ben, c'est compliqué. C'est dommage, désolé, j'ai oublié de parler de ça dans la review, mais c'est un sujet, en effet, il faut porter des lentilles ou trouver une autre solution. Voilà, maintenant on passe au plat de résistance de cette vidéo, la fameuse roue parfaite dont je t'avais demandé les caractéristiques qui toi te plairait d'avoir pour que je puisse ensuite en parler à Kingsong et qu'il nous fasse la roue tant attendue destinée à l'usage de la micromobilité. Pour rappel, il y a 3 mois, j'avais fait une vidéo pour t'expliquer que peut-être bientôt je serais invité à la table des négociations de Kingsong pour créer leur nouvelle roue urbaine. J'avais fait une vidéo dans les commentaires de laquelle je t'avais invité à jouer à un jeu. Je t'avais posé une question pour imaginer les principales caractéristiques et les principaux équipements que cette roue parfaite pourrait avoir selon toi. 156 commentaires après, que j'ai tous lus, en profondeur, je te propose d'en faire un résumé pour te dire à peu près le portrait robot de la roue urbaine parfaite qu'on voudrait. Et donc, quand je parlerai à Kingsong, voilà ce que je leur dirai. Attention, je suis obligé de le dire en introduction, mais je t'avais posé la question et on a joué à ce jeu-là avant de parler de la V9, de l'Aéro et de la Rocket. Et on va voir que finalement, il y a beaucoup de similarités avec ce qui nous a été proposé depuis, je dirais. Voilà, mais quand je verrai Kingsong, je leur dirai qu'il nous faut une roue de 25 kg maximum. Quoique, pour certains, on pourrait presque pousser jusqu'à 30 kg, mais c'est pas la majorité. On voudrait avoir un holomoteur de 2000 watts, mais on pourrait pousser très volontiers jusqu'à 2500 watts. On voudrait une batterie de 1000 Wh qui pourrait, pareil, pousser jusqu'à 1500 Wh. En tout cas, la bonne autonomie, ça m'a un peu surpris, doit être autour de 60 km. Moi, j'aurais dit plus, tu vois. On veut un Smart BMS, une charge rapide et, pourquoi pas, des packs batteries
Amovible, oui, comme ça existe sur quasiment la plupart des vélos électriques maintenant. Pour la tension, beaucoup semblent s'orienter vers 100 volts, c'est largement assez, oui. Mais en 2026, oui, parce que cette roue-là n'arrivera pas avant 2026, c'est clair, eh ben on pourrait dire que la norme est un peu au-dessus. Pour ce qui est de la taille de la roue maintenant, encore une fois, ce sondage et ses réponses ont été donnés avant qu'on connaisse et que l'existence des roues de 15 pouces par 3 soit généralisée. Donc la plupart des gens ont répondu qu'ils voudraient une roue de 16 pouces. Oui, mais pas mal aussi voudraient une roue de 18 pouces. Mais c'est toujours pareil. Comme je t'ai expliqué, ça dépendra ensuite de la largeur de la jante et de comment cette jante-là sera chaussée. Pour la suspension, on demande une petite suspension pour garder les pédales proches du sol et qu'elle soit pas trop encombrante cette suspension ni trop lourde. Certains même, j'ai été surpris encore, se passeraient bien de cette suspension pour le coup. Mais c'est loin d'être la majorité. Après, dans les équipements, il y a ce qu'on pourrait appeler la sainte trinité de la micromobilité, sur laquelle on n'est prêt à aucun compromis. L'étanchéité, le phare et le feu, performants, et le trolley, solide, haut et central. Autre chose d'ailleurs qui doit être centrale, c'est la poignée, oui, avec la possibilité de porter la roue à une main. Pour le phare avant, on voudra une détection automatique de luminosité, on voudra aussi qu'il soit inclinable, oui, pour pas dire d'ailleurs qu'on voudrait qu'il suive le dénivelé de la chaussée maintenant qu'on sait que c'est possible. Il faudra aussi la possibilité de le désactiver facilement quand on entre dans un espace confiné. Pour le feu arrière, fini les LED RGB, mettez ça sur les côtés. Oui, on voudra un feu rouge fixe, bien voyant quand on roule et un boost lumineux quand on va freiner. Et puis, il faut que tous les boutons allumage et coupe-circuit soient à portée directe du doigt quand on tient la poignée. Et puis, puisqu'on parle de micromobilité, il faut que toute manipulation de la roue puisse être faite dans la plus grande des fluidités. Et pour te montrer quand même d'un peu plus près de quoi je veux parler, regarde avec la 18XL. Je roule, et puis soudain j'arrive à destination. Hop, je prends la pédale, et en une demi-seconde, j'ai un trolley à proximité. J'arrive près d'un escalier, je descends la poignée, je tire la roue, et je peux monter. J'arrive en haut des escaliers, hop, et je peux repartir. Si je veux mettre la roue sur la béquille, hop, en 2 secondes, c'est fait. T'as compris l'idée. J'éteins la roue, et maintenant on passe à l'aéro. Alors l'aéro pourtant qui est vraiment le plus proche de la perfection qu'on ait eu ces derniers temps. La même situation, j'arrive, et là, bon, je veux prendre le trolley, très bien. Hop, c'est parfait. Maintenant, je veux porter la roue. Alors, il faut que je ferme le trolley, que je change de position de main, que j'appuie sur le bouton coupe-circuit, que j'y aille, que je redescende, que je... Tu vois le nombre de manipulations qu'il y a à faire en plus? Ensuite, comme basique, dont on parle quasiment jamais, mais évidemment en 2026 c'est une obligation de l'avoir, il faut une béquille stable, mais pas trop présente, pas trop dans le passage, je dirais. Ensuite, il faut des repose-pieds de bonne taille, antidérapants, et moi j'ajouterais... Attends. J'ajouterais que cette option-là que nous avait proposée Nilo Nové, tu vois, avec un avant relevé, eh ben c'était vachement bien, et moi j'adorais. Ensuite, pour ce qui est des panneaux latéraux, il faut qu'ils soient simples. On se souvient de l'échec de la S18, qui était vraiment trop alambiqué. On voit aussi que sur l'aéro, c'est sexy, c'est machin, mais il y avait beaucoup de questions à cet endroit-là. Il se trouve qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'on puisse quand même mettre des powerpads sur les côtés. Voilà. D'ailleurs... tout le monde voudrait, oui, des powerpads de série. Pas tout le monde, mais la grande majorité veulent encore des powerpads de série, parce que tout le monde n'a pas un mur de powerpads parmi lesquels ils peuvent choisir leur préféré. Et puis, panneaux latéraux toujours, je retiens l'option de la aéro encore, avec sa partie grippante au niveau du mollet, oui, qui fait que on peut garder une roue compacte, légère, entre les jambes, facile à manipuler, mais pour autant avec un contact avec la roue. Alors que sur la V9, si on met pas de powerpad, c'est tout lisse sur les côtés. Puisqu'on parle de panneaux latéraux, allons un cran plus loin, et il me semble clair que les gens préfèrent avoir un corps de roue plutôt fin que large. Oui, encore une fois, à la mode des roues d'il y a quelques années, plutôt qu'en prenant l'exemple sur les énormes bébés qui sont sortis là récemment. Il faut que la roue soit bien balancée avec un centre de gravité bien équilibré. Oui, et il faut que ce soit agréable entre les jambes, j'ai pas peur de le dire et de me le répéter. On a vu que quand on commence à avoir des gros bébés, ça devient parfois un peu compliqué. Le centre de gravité est parfois très compliqué à gérer. Pour l'écran, bon, il faut au minimum avoir la vitesse et une idée
précise, très précise de la batterie qui nous reste. Il faut qu'il soit bien visible, lisible, et la référence en la matière, je dirais que c'est les écrans InMotion sur la V12 et la V13, et aussi, juste un cran en dessous, les écrans l'Hyperkim et l'écran de la Aero aussi. Une idée d'ailleurs, ce serait de pouvoir avoir un écran détachable, qu'on pourrait venir se mettre au poignet, qui permettrait de ne pas avoir à baisser les yeux et à quitter la chaussée pour savoir à quelle vitesse on va et combien de batterie il doit nous rester. Maintenant, on a fini les options et les caractéristiques principales. Parlons des nouveautés, des choses qu'on n'a pas encore tout à fait vues, quoique. Et on commence avec quelque chose qui s'apparenterait à un quatrième pilier de la mobilité, c'est que les gens réclament un anneau d'ancrage pour pouvoir attacher la roue à un poteau en toute sécurité. Anneau d'ancrage qui serait couplé à un tracker GPS et à un moyen de la verrouiller, oui, par code, par empreinte ou par clé. Et puis aussi, les gens demandent une facilité de démontage du pneu. Ça non plus. C'est plus négociable en 2025 et 2026. Et là-dessus, d'ailleurs, les fabricants ont déjà fait beaucoup de progrès ces dernières années. Quand on voit l'écart de démontage qu'il y a entre une V11 et une V12 et une V13 et une V14 qui ont pris modèle sur les roues bigotes depuis la Master, je dirais. On se dit qu'il faut encore aller un peu plus loin. Et là-dessus, il me semble que la F18 de Kingston, qui va bientôt sortir, pourrait nous donner encore un peu plus de réponses en simplifiant davantage ce procédé. Puisqu'on parle de démontage, on veut des visseries de qualité, on veut pas des pas de vis qui vont se foirer complètement au troisième démontage. À peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut virer les enceintes. Ou en tout cas, si on met des enceintes, il faut qu'elles soient orientées vers le wheeler, pas vers l'avant ou sur les côtés. À cet endroit-là, moi je verrais bien, et d'ailleurs c'est ce que je crois que la F18 va commencer à nous proposer, un peu de modularité. Oui, les enceintes, on pourrait les mettre ou les enlever, mais il faut que ce soit facilement fait. Et alors on va dire qu'on paye pour rien et tout ça. En tout cas, il y a un truc à trouver. Ensuite, on peut toujours rêver, beaucoup de gens semblent vouloir une option qui permettrait au wheeler de rester à l'équilibre sans poser le pied à terre, même à l'arrêt. Je sais que ça existe, tu sais, il y a un gyroscope dans un sens, il faudrait un gyroscope dans l'autre. Mais pour le coup, ça alourdirait... Bon, on peut toujours rêver, on a vu avec le phare, franchement, j'imaginais pas, moi, qu'un jour, on aurait une proposition avec un phare qui suit les dévers et les inclinaisons de la chaussée. Ah, et une idée que moi je défendrais particulièrement, c'est une option pour accrocher son casque quand on est en mode trolley. Oui, parce que jusque-là, on bricole. Moi j'ai mis à droite un mousqueton, à gauche je l'accroche comme je peux à la poignée avant. Mais s'il y avait un truc intégré, d'ailleurs j'en ai parlé beaucoup aux accessoiristes et pour le moment ils n'ont pas trouvé l'endroit où on pourrait vraiment avoir un ancrage pour le casque là. Puisqu'on parle d'ancrage, beaucoup de gens voudraient avoir des ancrages pour mettre des accessoires. On se souvient de la Sherman originale qui avait été affublée sur les crash bars, on pouvait mettre 1000 choses et les gens adoraient. Au niveau de la charge maintenant, on a déjà parlé de la charge rapide et des packs amovibles, mais beaucoup de gens se disent que ce serait sympa s'il pouvait y avoir un chargeur intégré à la roue. Alors peut-être que pour les urbaines comme ça, ce serait un peu compliqué, mais sinon pour les randonneuses, ça permettrait de partir avec un seul câble en randonnée et avoir le chargeur, bon, qui pèserait 500 grammes de plus sur une roue de 40 kg. Je sais pas si on est... Quoique, puis ça pourrait déséquilibrer, mais voilà. Encore une fois, c'est une idée qui me paraît pas complètement aberrante et qui me paraît pas complètement impossible à réaliser. Au niveau du phare et des accessoires, on en a déjà parlé, mais les gens voudraient une forme d'harmonie, tu sais, comme l'USB-C. Oui, un truc où on pourrait passer d'une pédale, les pédales d'une roue à une autre, comme le phare. Cela dit, si les pédales étaient bonnes d'entrée, si les phares étaient conséquents et cohérents d'entrée, on n'aurait pas à les changer. Mais c'est vrai que sur l'Hyperkim, sur les roues Hyperkim, on est très content de pouvoir poser des phares Cyclope ou IQ. Au niveau de l'algorithme, moi je trouve ça un peu compliqué ce que propose InMotion, mais beaucoup de gens disent qu'ils aimeraient bien avoir une assistance au freinage, oui. C'est-à-dire ne pas avoir les pédales qui se penchent en avant quand on accélère, les rester droites quand ça accélère, mais par contre que ça se penche un peu quand on va freiner. Je me souviens qu'il y avait ça déjà sur la Z10 à l'époque. Je pense que ça peut être un truc à implémenter. Et puis pour conclure, évidemment, même si beaucoup de progrès ont été faits à ce niveau-là, on veut encore et toujours
plus de fiabilité. Quand on monte dans les tensions, quand on monte dans les vitesses, quand on peut plus se permettre de faire du olé olé, du bricolage au fond du garage. Enfin voilà, alors la liste était assez longue, mais je sais pas si j'ai été exhaustif. Et donc si tu veux ajouter quelque chose, la section commentaires de la vidéo est faite pour ça. En tout cas moi, j'ai hâte d'être face à Kingsong pour plaider notre cas et voir ce qu'ils feront avec tout ça. Et puis il faut dire la vérité pour Kingsong, l'exercice je pense que ce serait de revenir en arrière, se reconcentrer sur les basiques qu'ils maîtrisaient à la perfection. De prendre une 16S, une 18XL, une S18 comme base et repartir de là pour garder le bon, améliorer le moins bon et moderniser la globalité. Ne pas réinventer la roue mais s'appuyer sur leurs forces pour continuer d'avancer dans la bonne direction. Et puis, il faut bien dire que tout ce dont on a parlé là, ça paraissait compliqué à obtenir dans un seul et même paquet. Il y a encore peu de temps de ça. Sauf que depuis, l'aéro est passé par là. Oui, elle est venue nous rassurer et nous donner beaucoup de réponses qu'on attendait depuis quelques années. Par contre, on le voit, d'un point de vue praticité, on en a reparlé aujourd'hui, on peut encore progresser. Ce qu'on peut donc constater aujourd'hui, c'est que quand même, entre la V9 et l'aéro, beaucoup de points de cette liste ont été exaucés. En fait, Kingsong pourrait tout à fait nous offrir le meilleur des deux mondes, la praticité de la V9 et les spécifications techniques de l'aéro, avec, en plus, quelques options novatrices dont on a parlé. Et vraiment, je crois très fort qu'il en va de la survie de notre activité d'avoir des roues comme ça, de bonne facture et de petits gabarits, qui parlent pas seulement aux débutants, mais à toute la communauté, avec des partis pris forts et pas simplement des erreurs de jugement dans les choix qui sont faits. Allez, maintenant cette vidéo est vraiment terminée. Je te redonne rendez-vous dans 3 mois pour voir où on en est. On refera une session de questions-réponses. Et d'ici là, tu sais, tu peux liker et partager cette vidéo. Tu peux aussi la commenter pour aborder des sujets que tu penses importants et que j'aurais oubliés. Et puis, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et aussi, me rejoindre ou nous rejoindre sur les plateformes dont je te mets tous les liens en description. Pour continuer à papoter et m'aider, m'encourager à continuer à créer. Allez. Maintenant, je me suis mis dans la pénombre parce qu'il y a Bambi qui fait dodo. Non, pas du tout. Ça fait beaucoup de pouces tout ça. D'ailleurs, c'est le moment où je t'invite. Ça fait beaucoup de pouces tout ça. D'ailleurs, c'est le moment